OK. Donc, on va commencer ici. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Roulons électriques sur la Côte-Nord, perspective branchée au travail. Donc, attendez juste un instant, j'essaie de passer d'une diapositive à l'autre. Utilise les flèches. OK, donc j'ai réussi. Premier test réussi. Donc, Roulons électriques sur la Côte-Nord, perspective branchée au travail, qui est une présentation de Environnement Côte-Nord et du Fonds Éco-Leader. La campagne Roulons électriques est une campagne de promotion et d'éducation aux véhicules électriques qui est coordonnée par Équiterre avec le soutien financier de Transition énergétique Québec et appuyée également par divers acteurs de l'électrification des transports, dont l'AVEC fait partie. Donc, merci d'être présents. Merci à tous d'être présents ce midi. Pour notre information et aussi celle des autres participants, j'aimerais savoir de quelle organisation ou de quelle entreprise vous êtes. Donc, si c'est possible pour vous de l'inscrire dans le chat, ce serait bien apprécié. Simple petite information avant de débuter. La durée du webinaire est d'1 heure. Une période de réponse à vos questions est prévue à la toute fin. Donc, si pendant le webinaire, vous avez certaines questions, on vous demanderait d'utiliser la section Q&A ou encore Q&R pour écrire vos questions. On va les reprendre à la toute fin si toutefois ces questions-là n'ont pas été répondues en cours de webinaire. Je vous demanderai aussi, en fait, tout simplement de couper vos micros si ce n'est fait, mais je vois que c'est fait. Et juste pour vous mentionner également que l'événement va être enregistré et donc que sa rediffusion va être possible plus tard sur la plateforme de la campagne Roulons électriques. Donc, pour ce qui est de moi, je me nomme Joanne Jacques, je travaille pour Environnement Côte-Nord. Je suis chargée de dossier énergie et changement climatique et aujourd'hui, je vais animer avec mon collègue Vincent Carbonel, qui est l'agent du Fonds Éco-Leader pour la Côte-Nord. Je vais vous présenter rapidement les panélistes que vous allez pouvoir entendre aujourd'hui. Donc, dans la première partie, ce qu'on compte faire, c'est vraiment démystifier le véhicule électrique. On veut répondre aux questions sur les caractéristiques des véhicules électriques pour les entreprises ou les organisations. On veut aussi connaître les incitatifs financiers et les perspectives pour les flottes de transport terrestres et maritimes. Pour nous en parler, on a avec nous David Manningham de l'AVEC, qui est directeur régional pour la Côte-Nord, et Manon Dauteuil du port de Sept-Îles. Dans la deuxième partie, on veut plutôt aborder l'expérience du virage électrique pour certaines entreprises ou organisations. Donc, on va passer d'une entreprise à un travailleur autonome à une institution. Donc, pour nous en parler, on a Mme Manon Dauteuil qui va revenir avec nous. On a également M. Jimmy Hamel, travailleur autonome, et M. Jonathan Bédard de la boutique SMB. Et à la toute fin, la troisième partie, on veut explorer le circuit électrique sur la Côte-Nord. On veut savoir où on en est par rapport au circuit électrique. Quels sont les avantages aussi des organisations, des entreprises d'intégrer le circuit électrique comme organisation? Quoi savoir sur les différents types de bornes électriques et comment planifier un long trajet? Avec nous, on a M. Martin Archambault du circuit électrique. Donc, je vous souhaite de trouver des réponses à vos questions et je vais laisser Vincent le soin de vous présenter ses services en tant qu'agent du Fonds Éco-Leader. Bonjour à tous. Comme disait Joanie, je suis le représentant du Fonds Éco-Leader pour la région de la Côte-Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Fonds Éco-Leader, c'est un programme de financement qui a été lancé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et qui vise à soutenir les entreprises qui souhaitent adopter des pratiques d'affaires éco-responsables, des technologies propres également. Et donc, on couvre un petit peu toutes les facettes de l'environnement
au sein des organisations, au sein des entreprises, et également les enjeux de mobilité, raison pour laquelle on a trouvé intéressant de proposer cet événement aux entreprises, aux organisations de la Côte-Nord. Et donc, je vais prendre ici quelques minutes pour vous présenter en quoi consiste l'aide financière. Et puis, plus tard, au cours du webinaire, on reviendra sur un projet concret qui a été déposé au Fonds Éco-Leader et qui a été financé également. Donc, on peut peut-être penser, voilà, exactement. On ne va pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que le Fonds Éco-Leader finance des projets d'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables jusqu'à hauteur de 30 000 $. Ici, on est dans des pratiques de gestion. Donc, c'est mettre en place des plans d'action, des politiques, des stratégies au sein des entreprises qui peuvent également concerner des aspects de mobilité. Et puis, un volet technologie propre qui, là, va concerner davantage l'implantation de technologies, l'acquisition d'équipements, de biens. On le verra avec toute la question des bornes et des infrastructures nécessaires à l'acquisition et la gestion de flottes de véhicules pour des entreprises, qu'on est davantage dans des projets de technologie propre. Là, c'est une aide financière qui peut aller jusqu'à 50 000 $ et donc pour 50 des dépenses admissibles d'un projet. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail pour ce qui est du programme de financement. Je vous laisse avec ça pour l'instant, puis on reviendra justement sur des projets concrets qui peuvent être déposés au Fonds Éco-Leader suite à la présentation des différents intervenants. Puis pour information, c'est moi qui vais minuter le temps. Donc, voilà. Donc, on poursuit avec M. David Manningham, directeur régional pour l'Association des véhicules électriques du Québec. Tout le monde, non, pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de venir parler de véhicules électriques. Donc, je vais commencer avec démystifier conduite électrique au travail en vous parlant de quelques avantages du véhicule électrique pour les entreprises. Bien, premièrement, la journée démarre toujours avec un véhicule rechargé puisque le branchement peut se faire sur place là, pendant la nuit. Ensuite, c'est fini les cartes et les factures d'essence pour les employés. Puis, le véhicule électrique, quand il est immobilisé, il consomme pratiquement aucune énergie, puis il y a très peu d'énergie aussi à basse vitesse. Donc, c'est un choix idéal pour la livraison, la patrouille, le porte-à-porte ou comme véhicule d'escorte. Ensuite, c'est un véhicule qui nécessite peu d'entretien. Puis, comme on disait tantôt aussi, il y a la possibilité de se brancher au travail, puis un peu partout aussi sur la route, là, au restaurant, par exemple. Puis, enfin, il y a le traversier qui est gratuit aussi avec les véhicules électriques. Donc, pour une entreprise qui fait affaire au Bas-Saint-Laurent de temps à autre, bien, c'est 100 $ parfois là, pour l'aller-retour qui est d'économiser avec le véhicule électrique. Ensuite, d'autres avantages d'un véhicule électrique pour les entreprises. Il y a les véhicules électriques, en général, ils viennent avec une technologie de base qui est plus avancée. Donc, la navigation 3D, par exemple, les planificateurs d'itinéraires comme les GPS, les écrans centraux. Ça, quand je parle d'écrans centraux, c'est l'écran au milieu de la voiture, là. Puis, il y a un Bluetooth aussi souvent qui est de qualité supérieure. Puis, avec la technologie embarquée dans le véhicule, il y a la possibilité de connaître son niveau de recharge, de localiser le véhicule, puis de contrôler plusieurs paramètres là, via une application à partir de son téléphone. Puis, il y a une gamme variée de véhicules électriques aujourd'hui qui peut répondre aux besoins spécifiques de plusieurs entreprises. Là, on n'est plus à 2 ou 3 modèles. Là. Quasiment chaque compagnie a plusieurs modèles de véhicules électriques à offrir. Puis, il y a divers espaces de chargement. Il y a certains véhicules maintenant qui ont une capacité de remorquage. Il y a des nombres de places qui varient. Là. Il y a des fourgonnettes, par exemple. Il y a les VUS aussi. Il y en a même traction intégrale. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, il y a la possibilité d'aller vers un véhicule hybride, branchable ou 100% électrique selon l'utilisation qui est prévue. Ensuite,
Je vais vous donner quelques exemples de véhicules électriques qui sont disponibles sur la Côte-Nord. Vous allez voir, ils ne sont pas tous là, mais je suis allé avec les principaux. Je vais commencer avec un qui est arrivé récemment, le Hyundai Kona. Lui, il a une batterie de 64 kWh. Il a une autonomie de 415 km. Puis le volume du coffre, 544 litres. Puis l'écran central qui est au milieu, comme je vous parlais tantôt, lui est de 7 pouces. Puis ici, il y a une donnée que j'ai entrée, là, c'est l'économie. Ça, c'est aux 20 000 km, combien le propriétaire va avoir économisé d'argent par rapport à un modèle similaire à essence. Puis avec ça, on peut voir qu'au fil du temps et au fil des kilomètres, on peut aller rechercher là, le prix, la différence de prix qui est un peu plus élevée là, pour le véhicule électrique. Ensuite, je vais poursuivre avec le Kia Niro 2020 EV. Lui, il est offert avec une batterie de 39 kWh ou 64 kWh. Pour la plus petite, c'est une autonomie de 289 km ou 385 pour la plus grosse. Qui, en passant, c'est la même batterie que le Kona. Comme pour les véhicules à essence, là, les pièces sont souvent utilisées là, par plusieurs compagnies. Le volume du coffre, dans ce cas-ci, c'est 451 litres, juste un peu plus petit que celui du Kona. L'écran central est de 8 pouces. Puis là aussi, là, l'économie d'argent sur le nombre de kilomètres là, en entretien n'est pas encore calculée parce que ça, c'est deux modèles là, récents, donc qui n'ont pas encore été calculés dans le temps. Je vais poursuivre avec la Kia Soul EV. Elle a une batterie de 39 kWh, une autonomie de 282 km ou 383 km là, parce qu'elle est aussi offerte avec la plus grosse batterie là, comme sur la Kona, là, la 64 kWh. Puis son volume du coffre est 530 litres. Son écran central est de 10,2 pouces. Puis elle offre une économie aux 20 000 km qui va être d'à peu près 1 733 $. Puis c'est un véhicule au design particulier. Il offre un grand habitacle. C'est idéal pour le transport des passagers, comme pour le taxi, ou pour des marchandises légères là, de la livraison. Puis dans les véhicules un peu plus petits, là, il y a la Hyundai Ioniq. Elle a la batterie de 39 kWh. Elle a une autonomie de 274 km. Puis elle a aussi une version là, qui est en hybride branchable qui offre une autonomie de 52 km en 100% électrique. Son volume du coffre, évidemment, il est plus petit que les autres. Là. C'est un 357 litres. Elle a un écran central de 7 pouces, puis une économie qui est de 1374 aux 20 000 km. Ça, c'est un modèle plus petit, puis plus abordable. Ça rivalise à peu près avec la Nissan Leaf de base, là, telle qu'on va voir à l'instant. La Nissan Leaf de base, elle a une batterie de 40 kWh ou la Leaf Plus, elle a une batterie de 62 kWh. Puis dans le cas de la plus petite, c'est une 243 km d'autonomie et dans le cas de la plus grosse, 363 km d'autonomie. Le volume du coffre, 435 litres, puis un écran central de 8 pouces. Puis c'est une économie c'est un auto qui va faire une économie d'à peu près 1312 km aux 20 000 km. C'est une bonne auto. Là. C'est d'ailleurs ma première auto électrique que j'ai eue, là, qui, à l'époque, avait une batterie de 24 kWh. Puis c'est un très bon véhicule, justement, dans l'usager. Ensuite, il y a la Chevrolet Bolt. Ça, c'est d'ailleurs le véhicule là, du Centre Environnement Côte-Nord, puis aussi de Jimmy, là, un autre invité qui va parler tout à l'heure. Elle a une batterie de 66 kWh, une bonne autonomie de 417 km. Elle a un volume du coffre de 179 litres. Là, on voit que c'est un peu plus petit, mais ça peut répondre à des besoins, là, comme pour de la livraison, par exemple. Puis, elle a un écran central de 10,2 pouces. Puis, on voit qu'avec ce véhicule-là, il y a une grosse économie sur l'entretien. C'est 1 767 $ aux 20 000 km. Puis, je parle d'entretien, c'est aussi l'essence, là, parce que le véhicule, il consomme 5 fois moins d'énergie en électrique qu'avec l'essence. Puis, pour finir avec la Chevrolet Bolt, c'est un véhicule aussi qui est très populaire là, sur la Côte-Nord.
il s'en est vendu beaucoup là, à cette île, par exemple. Puis ensuite, je poursuis avec des exemples de VUS hybrides branchables qui sont aussi disponibles sur la Côte-Nord. Il y a le RAV4 Prime, qui est tout nouveau de cette année. Lui, il a une batterie de 18,1 kWh, une autonomie de 68 km en électrique, puis 979 km au total en combinant l'essence. Le volume du coffre est de 1064 litres. L'écran central est de 7 pouces. Puis comme c'est un nouveau véhicule, on n'a pas encore l'économie dans le temps. Puis ce qui est intéressant avec ce véhicule-là, c'est qu'il y a une traction intégrale, puis il y a une capacité de remorquage de 2500 livres. Quelque chose qui n'est pas commun là, pour les véhicules électriques, la capacité de remorquage. Là. Souvent, le constructeur s'abstient d'en mettre une. Là. Puis ensuite, il y a le Ford Escape PHEV. Lui, il a une batterie de 14,4 kWh, une autonomie de 61 km, puis il peut faire 724 km au total en combinant l'essence. Son volume du coffre est de 869 litres, un écran central de 6 pouces, puis l'économie aussi qui est non disponible pour lui. Ensuite, un autre exemple de véhicule hybride branchable qui a été très populaire sur la Côte-Nord aussi, le Mitsubishi Outlander PHEV. Lui, il a une batterie de 12 kWh, il a une autonomie électrique de 35 km, le volume du coffre est de 861 litres, son écran central est de 8 pouces, puis il y a une économie, là, on voit qu'il est un peu plus petite que les autres, c'est un 814 aux 20 000 km. Puis à noter que c'est une traction intégrale, lui aussi, comme le RAV4 de Toyota. Ensuite, pour information, il te reste environ 5 minutes, donc oui, pour ton OK. information. Merci. Oui, la Pacifica hybride branchable avec la batterie de 14 kWh, elle a une autonomie de 51 km, puis un grand coffre, là, vu que c'est une fourgonnette. On voit que l'économie est très grande aussi aux 20 000 km. Puis, ce qui est intéressant, là, qui se démarque par rapport aux autres véhicules, c'est la place pour les 7 passagers. Maintenant, je vais vous parler des incitatifs financiers. Il y a diverses subventions au Québec pour les véhicules. Pour les véhicules entièrement électriques, neufs, il y a un 8 000 quand le PDSF est sous 60 000. Puis pour les véhicules hybrides rechargeables, c'est aussi un 60 000. Il y a 8 000 pour les plus grosses batteries. Puis pour les batteries les moins grosses, ça débute à 4 000 là. Ça va selon le nombre de kilowattheures, là, comme je vous ai décrit dans les PowerPoints précédents. Puis il y a aussi un 4 000 qui existe encore pour les véhicules d'occasion. Puis c'est certains véhicules qui sont éligibles. Puis ça, c'est offert par le programme Rouler vert. Ensuite, il y a des incitatifs financiers aussi qui viennent du gouvernement fédéral. C'est 5 000 pour les véhicules électriques et hybrides branchables qui font de longues distances. 2 500 pour les véhicules hybrides rechargeables de plus faible portée. Puis, pour être admissible, il faut que le PDSF des véhicules soit sous les 55 000 $. Ensuite, je vais vous parler aussi des incitatifs financiers pour les bornes de recharge. En milieu de travail, il y a 50 % des dépenses qui sont admissibles pour l'installation de la borne, puis le coût de la borne. Le total, c'est 5 000 $ par borne ou 5 000 $ par connecteur. Puis, ce qu'un ami qui est dans le domaine me disait, c'est qu'avec cette subvention-là, il peut mettre jusqu'à 2 bornes là, par piédestal, là, comme le pied qui supporte les bornes. Là. Donc, ça peut être intéressant là, de brancher 2 véhicules là, avec juste un piédestal. Puis, on me disait aussi que dans le Bas-Saint-Laurent, il y a comme eu un regroupement de commerçants qui se sont mis ensemble pour faire un achat de groupe, puis qu'ils ont réussi à avoir des bornes vraiment à bas prix là, en procédant comme ça. Ensuite, je vais vous parler du transport électrique, le transport lourd. Puis, il faut dire qu'au Québec, c'est une grande partie là, des GES qui sont émis dans le transport lourd. Donc, ici, j'ai le camion urbain 100% électrique Lyon de classe 8. Ça, c'est la même compagnie qui fait les autobus. Puis, ils ont transposé beaucoup les mêmes composantes pour concevoir un camion. Puis, il est conçu pour résister aux conditions de l'Amérique du Nord.
Puis en automne 2021, le premier sera livré à la SAQ. Ça va être pour faire des tests. Là. Il y a une autonomie de 400 km, aucune pollution sonore, une meilleure visibilité, aucune émission de GES. Puis encore là, il y a une économie jusqu'à 80 % des coûts d'utilisation et 60 % des coûts de maintenance. Ensuite, je vais vous parler de l'autobus électrique. Ça, c'est l'autobus de la STL à Laval. Puis eux, ils ont comme un projet de tout convertir leur flotte en autobus électrique d'ici 2034. Puis pour l'autobus électrique, c'est déjà très répandu pour le scolaire parce que le véhicule, il peut se recharger là, entre sa tournée du matin puis celle du soir où on retourne chercher les enfants à l'école. Mais pour le transport urbain, c'est quand même nouveau. L'autobus à Laval, il y a 250 km d'autonomie. Puis une réduction du coût d'énergie par kilomètre de 50 %. Il n'y a aucun moteur, transmission, puis échappement. Donc, c'est moins 20 % de coût d'entretien. Puis les réductions de GES pour un bus, c'est énorme, 70 à 80 000 tonnes par année. Puis les moteurs silencieux, là, apparemment que ça améliorerait l'expérience des passagers. Enfin, il y a aussi les véhicules miniers. Il reste environ une minute, David. OK, donc je vais survoler ça rapidement là, pour vous dire qu'à Rouyn-Noranda, ils ont fait 2 prototypes de véhicules miniers 40 tonnes. Puis c'est 100 % électrique. Ça a été développé avec Adriastar. Puis selon le gouvernement du Québec, le Québec aurait la capacité de recycler 95 % des batteries. Puis ça permettrait la mise en place d'une filière économique circulaire qui inclurait l'exploration, l'exploitation et la transformation et le recyclage des batteries. Puis le projet là, des gros véhicules de mines électriques, ça permettrait d'éliminer plus de 80 000 litres de diesel par véhicule annuellement, puis éviter l'émission de plus de 220 000 tonnes de gaz à effet de serre. Puis le projet prévoit le développement de la plus grosse batterie jamais développée au Québec, une batterie de 400 kW capable d'alimenter de choses qui se transposent facilement là, dans une région minière comme la nôtre, autant pour le camion de mine que les autobus électriques aussi. Là. Par exemple, dans le centre du Québec, d'où je viens, là, on en voit vraiment fréquemment là, les autobus scolaires avec les pare-chocs verts. Là. Puis, donc, c'est ce qui fait le tour pour moi. Ça... Merci, David. Oui. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions pour David, de les mettre dans la section Q&A ou encore Q&R. Puis, on va passer au travers là, à la toute fin de la présentation. Donc, pour l'instant, on va poursuivre avec Mme Manon Dauteuil, directrice ingénierie et développement durable pour le port de Sept-Îles. Bonjour, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez de vous parler un petit peu de nos installations et comment on fonctionne aussi un peu au port de Sept-Îles du côté alimentation électrique. Je ne parlerai pas aujourd'hui que juste de véhicules, mais aussi un peu l'alimentation qu'on a avec nos équipements de chargement et de déchargement. Je vous ai mis des photos. Peut-être juste montrer un petit peu que dans le fond, l'électrification est quand même là depuis plusieurs années. On voit que le quai de Pointe-Noire est à tous les équipements sur le dessus du quai pour charger les navires en minerai de fer. Depuis 1963, sont alimentés en électricité, ainsi que la protection cathodique aussi du quai, donc la protection des pieux en acier. Donc, on voit quand même que l'électricité fait partie intégrante là, de nos opérations. Je vous ai mis aussi quelques autres exemples, comme le quai du terminal de la Relance, qui est au milieu de la présentation. En 1986, on a fait l'installation du terminal de la Relance et on voit aussi le système de déchargement pneumatique de tout ce qui est des navires avec alumine ou bien du charbon. C'est un système aussi qui est alimenté électriquement. On voit aussi le système de traversée rail, donc c'est une rampe qui est aussi alimentée électriquement, donc qui a été construite en 1992. Et on a le tout dernier, en 2015, a été
mis en service notre nouveau quai multi-usager qui a un système de chargement de navires aussi alimenté électriquement. Donc, la prochaine. Donc, je vous ai montré nos installations, mais aussi on a nos utilisateurs qui utilisent beaucoup l'électricité pour être capables d'alimenter leurs équipements. Celle de gauche, en 2006, nous, on a connecté notre cours de triage à la relance avec le réseau Nord-Côtier en 2005. Donc, en 2006, on a la compagnie Poly Express qui avait mis sur place une locomotive en tout temps. Donc, ils ont alimenté leur locomotive électriquement aussi pendant les périodes lorsqu'elle était en attente et elle n'était pas en opération. Donc, on voit quand même que ce n'est pas juste des véhicules, ça peut être aussi des locomotives. En 2007, on a les remorqueurs de la compagnie Groupe Océan qui sont venus s'installer. Ils travaillent pour la compagnie minière IOC. Ils sont venus s'installer au quai Mont-Seigneur-Blanche et comme vous pouvez le voir, ils sont aussi alimentés électriquement lorsqu'ils ne sont pas en usage. Donc, ça évite dans les deux cas beaucoup de GES qui auraient été émis par la force des choses si on ne les avait pas alimentés électriquement. En 2012, notre petit joyau, notre Volt que nous avons acquis en 2012, par le fait même, quand on l'a acheté, vous pouvez voir complètement à droite, ça c'est le terminal La Relance. Dans la photo de gauche, c'est à notre édifice administratif là, en ville. Donc, on voit qu'on a deux bornes qui sont du 240 volts. On a, lorsqu'on a fait l'acquisition, on a eu la chance d'avoir un programme qui nous a aidé à faire l'acquisition d'un véhicule neuf, mais aussi l'alimentation là, avec les deux bornes de recharge. Donc, effectivement, on aurait pu mettre deux systèmes comme vous parliez, mais nous, vu qu'on avait juste un véhicule, donc on en a mis juste une borne à chaque endroit. Mais il faut comprendre que pour les gens de cette île, ils comprennent très bien qu'on a une borne en ville et une borne de l'autre côté de la baie à Pointe-Noire, ce qui nous permet, lorsqu'on l'utilise, l'autonomie n'est pas grande de ce véhicule-là, c'est environ 80 km au maximum, mais on dirait à peu près une moyenne d'environ 60. Et ça nous permet de partir du secteur ville, aller secteur Pointe-Noire, qui est à peu près une demi-heure de route, faire nos réunions, nos visites ou nos inspections. Pendant ce temps-là, le véhicule se recharge et on peut, à la fin de la journée, revenir en ville complètement en électricité ou une petite portion quand on arrive en ville, là, qu'il nous reste quelques kilomètres à faire. Donc, ça nous permet quand même d'avoir vraiment une autonomie puis une utilisation qui est quand même très intéressante. Donc, c'était une possibilité qu'on était très fiers d'avoir. Peut-être juste à revenir. Il reste un petit peu moins d'une minute, Manon. Oui, ça ne sera pas long. Juste pour vous dire que le système qu'on a installé, c'est Add Énergie à l'époque et ça fonctionne avec des cartes et ça nous permettait aussi d'offrir l'utilisation de ces bornes-là à des usagers qui travaillent au port de cette île. La prochaine, s'il vous plaît. Je termine en vous parlant des possibilités futures. Naturellement, l'émetteur de GES le plus important dans un port, c'est les navires. Donc, l'électrification des navires est quand même des possibilités très importantes. Je vous ai mis quelques photos de possibilités, là, donc soit sur des remorques ou des containers ou tout simplement des systèmes fixes pour alimenter des navires. Malheureusement, on a quand même une problématique de standardisation des connecteurs. Donc, présentement, ce n'est pas encore standard. Et aussi, il faut valider avec les tarifs d'Hydro-Québec pour que ça puisse fonctionner. Et naturellement, il faut qu'il y ait des navires qui puissent avoir ces connecteurs-là. Il va rester naturellement aussi les petits équipements de chargement aussi qu'on pourra regarder pour améliorer. Donc, en gros, je vous dis qu'on travaille fort pour améliorer, pour avoir une moins grande émission de GES. Et l'électrification nous aide grandement par rapport à ça.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dauteil, pour la présentation. On va vous réentendre un petit peu plus tard là, pour votre expérience avec le véhicule électrique à autonomie prolongée, la Chevrolet Volt. Pour l'instant, on va passer à la partie expérimentée. Donc, on passe le micro au conducteur que j'ai mentionné au tout début. Jonathan Bédard, propriétaire et directeur de la boutique SMB, qui a acquis une Prius Prime, soit une hybride branchable. Donc, on va commencer avec M. Bédard. On va poursuivre ensuite avec M. Jimmy Hamel, travailleur autonome, qui lui a une Chevrolet Bolt, un véhicule 100% électrique, pour terminer avec Mme Dauteil avec la Chevrolet Volt. Donc, j'inviterai M. Bédard à à connecter son micro plutôt. Puis, on va vous faire signe lorsqu'il vous restera une minute pour pouvoir faire le relais avec M. Jimmy Hamel. Bon, bonjour à tous. Au fond, on avait comme piste de questions. Qu'est-ce qui m'avait amené à faire le virage électrique? C'est que, il y a 2 ans, j'ai 2 choses intéressantes qui sont arrivées. Premièrement, ça faisait déjà un certain temps là, que l'attrait du véhicule électrique, là, ça m'intriguait. Mais j'ai un client, moi, qui m'a littéralement passé ses clés. Il m'a dit « Va l'essayer. » Il me dit « Je garde ton magasin, on va faire un petit tour de rue. » Puis j'ai tellement trippé sur le véhicule, là, un Chevrolet Volt. Et plus tard, il y a le Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord qui avait un programme là, de faire l'essai pendant une semaine d'une Chevrolet Volt. Et c'est là que ça a comme brisé un petit peu des mythes, des croyances que j'avais sur les véhicules. Puis finalement, quand on pèse le pour, le contre, là, il y a pas mal beaucoup plus de pour que de contre de posséder un véhicule électrique. Donc, j'ai fait mon changement l'année passée. J'ai acheté une Prius Prime. Moi, ce que j'avais besoin, c'est d'une longue autonomie parce qu'on a beaucoup de formations à l'extérieur. Donc, avant la COVID, là, on avait beaucoup de fournisseurs qui disaient, bon, on donne une formation vendredi prochain à Québec. Un autre, c'est à Saint-Georges-de-Beauce, des fois à Montréal. Donc, les méthodes Zoom, ce n'était pas vraiment à la mode. Il fallait souvent se rendre à l'extérieur. Donc, je ne pouvais pas me permettre un véhicule avec peu d'autonomie. Donc, pour moi, de mon côté, ça a été un bon compromis. Moi, je pars de cette île, je me rends à Québec, j'ai encore de l'essence dans l'auto. Mais à chaque fois qu'on break, à chaque fois qu'on descend une pente, quoi que ce soit, ça régénère la batterie. Moi, je trouve ça fantastique. Cet été, là, j'ai pratiquement pas sorti. Donc, tout l'été, là, je n'avais pas consommé une goutte d'essence, sauf les 2 fois que j'ai dû sortir de la ville. J'ai trouvé ça merveilleux. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ces véhicules-là, pour en avoir essayé plusieurs, là, c'est que ça ne fait pas de bruit. Moi, j'adore les véhicules là, qu'on s'entend parler, justement, on parle au téléphone avec un fournisseur. Bien là, on n'est pas obligé de réduire sa vitesse ou on n'entend pas les sons de moteur. Donc, c'est vraiment des habitats qui sont plus silencieux. Réduction du coût aussi, parce que quand on fait entre 25 000 30 000 km par année, dépendamment là, si on est synthétique ou à l'huile normale, on peut faire jusqu'à 5-6 visites au garage par année juste pour faire des changements d'huile. Ça, c'est du temps perdu, c'est de l'argent. Donc, là, on va au garage beaucoup moins souvent. Après ça, les économies, moi, j'ai bénéficié du 4 000 là, de subvention là, à la location du véhicule. Mais aussi au niveau du gaz, c'est fou. C'est sûr, moi, je passais d'un extrême à un autre. J'ai tellement aimé ces genres de véhicules-là. J'ai passé littéralement d'un camion à une Prius Prime. J'ai peut-être même été trop dans l'extrême parce que j'étais en train de regarder, y a-t-il quelque chose sur le marché qui me permettrait de tirer une remorque parce qu'on a besoin pour l'entreprise. Mais c'est sûr que là, je suis passé d'un budget là, à 400-500 $ de gaz par mois à 100 $, puis jamais je vais le sauter. Là. Donc, le 2/3 du kilométrage que je fais, d'ailleurs, est sur la route. Donc, ça paraît énormément. Si je ferais juste de la ville, ça serait encore plus. Il y aurait encore une plus grande différence. Donc, c'est ça, les subventions nous aident parce que présentement, on s'entend que c'est des technologies qui sont plus chères. Les batteries coûtent encore cher. Si on achète des véhicules avec des 60-70 kW, il faut être prêt à payer plus, mais les subventions viennent beaucoup aider ces temps-ci. Moi, ce que j'avais peur, l'hiver, l'autonomie, la conduite hivernale. Honnêtement, là, l'hiver, je n'ai jamais vu un automobile
traction avant aller aussi bien que ça en hiver. C'est lourd. Je pensais que ça allait être un désavantage. Finalement, ça va tellement bien sur la route. Justement, on dirait que le fait que ça soit lourd, ça l'aide beaucoup. Donc, je passais d'une traction intégrale avec mon camion à deux roues motrices. Puis honnêtement, j'ai jamais regretté mon choix. Activé. OK. Donc, la tenue de route, c'est impeccable. Souvent aussi, les constructeurs vont s'organiser pour que le véhicule... Il reste environ 30 secondes, j'entends. Oui, j'ai pratiquement fini. Donc, c'est ça. La tenue de route, j'ai vraiment adoré le silence de roulement. Puis, pour la suite, là, je vais regarder qu'est-ce qui s'en vient sur le marché là, qui permettrait de tirer une remorque, mais à un prix abordable aussi. C'est pas mal tout. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, on va passer à M. Jimmy Hamel, travailleur autonome et qui a, lui, une Chevrolet Bolt 100% électrique. Ah, OK, on est correct, là. Vous m'entendez bien, oui? Moi, dans le fond, c'est ça. J'ai une compagnie, j'ai une petite compagnie de livraison à domicile. Puis, je vais faire une petite correction. Là. Il y a eu un ajout. Je me suis procuré aussi une Chrysler Pacifica hybride aussi pour mes plus gros besoins là, de livraison, qui est un véhicule extraordinaire aussi. Je vais plutôt parler de ma Chevrolet Bolt parce que là, je commence à avoir une bonne idée de ses capacités. Moi, je conduis des véhicules électriques, ça fait 5 ans et demi. J'ai commencé avec une Nissan Leaf qui avait, pour mes besoins à moi, une petite autonomie. Mais quand même, j'ai été mordu là, dès le début, là, du fait de plus jamais payer d'essence, plus jamais payer d'entretien. Et puis, quand il y a eu l'annonce de la Chevrolet Bolt, je l'ai commandé, je l'avais précommandé tout de suite. Alors, moi, là, on parle disons que je vais travailler environ 15 jours par mois, moyenne de 200-250 km par jour à faire de la livraison. C'est tout des kilomètres qui vont être en ville, donc ce serait une très, très grande consommation d'essence. Moi, j'ai calculé, là, je sauve environ, là, parce que je l'ai quand même fait avec un véhicule à essence. Je vais sauver entre 5 et 600 $ par mois. Le calcul est facile à faire, là, ça paye pratiquement le véhicule en économie d'essence. Pour moi, il n'y a aucune question. Il n'y a personne qui va me reconvertir à l'essence, ça n'arrivera pas. Puis, écoutez, là, c'est ça qui est le nerf de la guerre aussi, l'argent là-dedans, on ne se le cachera pas. Puis pour ce qui est de la Chrysler Pacifica hybride branchable, c'est une merveille aussi, là. On parle en été, Port-Cartier-Montréal sur un seul plein d'essence. Je l'ai fait, là, je pars de Port-Cartier, j'ai le pied quand même assez pesant. Moi, ma conjointe, les 4 enfants, le bagage dans le véhicule, là, on l'a fait. J'ai gazé rendu Sherbrooke à Montréal. Les lumières étaient allumées, là, mais on l'a fait. Là, je voulais la tester. Puis, écoutez, là, c'est vraiment une merveille. Là. On n'a pas mis d'essence depuis des semaines et des semaines. L'été, on n'en met jamais dans ce véhicule hybride-là. Puis pour la Bolt, ben, c'est jamais. J'ai jamais été au garage. J'ai exactement le véhicule 2 ans et 5 mois. J'ai presque 86 000 km au compteur. Écoutez, j'ai jamais été au garage pour quoi que ce soit. J'ai changé les freins une fois il n'y a pas longtemps. Ça m'a pris 84 000 km pour user mes freins. Parce que sur la Bolt, il y a ce qu'on appelle la e-pédale, ce qui fait que le véhicule va freiner automatiquement aussitôt qu'on lève le pied. Donc, ça mange presque pas les freins. Quoi d'autre? Écoutez, moi, en hiver, ben, c'est une merveille aussi. La seule bémol, c'est le froid de la Côte-Nord qui est dévastateur là, pour mes besoins à moi en batterie. Là. Si j'étais à Montréal, ça paraîtrait moins, là, mais je sais que souvent on entend tu perds 20% en hiver, mais tout le monde sait qu'à Sept-Îles, Port-Cartier, pendant 2 mois, c'est beaucoup plus que 20%. C'est le seul bémol que j'aurais ce véhicule-là. Mais là, on est rendu avec des charges de niveau 3. Port-Cartier, Sept-Îles, c'est parfait. On se branche là une demi-heure.
on est prêt à redécoller. Moi, ma part, là, j'en aurais plus à dire, là, mais ce serait peut-être plus sur les côtés politiques de l'affaire. Je trouve qu'il n'y a pas assez de publicité, je trouve qu'on ne va pas assez de l'avant, je trouve qu'on n'est pas en train de manquer une révolution, mais je trouve que ça fait un petit peu trop lentement à mon goût. Puis moi, ce serait à peu près ce que j'aurais à dire là-dessus. Ça tombe bien, on est arrivé au bout des 5 minutes. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Hamel. Donc, on va passer encore une fois à Mme Manon d'Auteuil pour son expérience avec la Chevrolet Volt. Merci. En fait, je vais vous parler un petit peu de notre expérience. Effectivement, c'était une belle expérience qui se poursuit. En fait, c'est quand même une expérience qui date de 2012. Donc, on peut se mettre dans le contexte. En 2012, il n'y avait pas autant de véhicules disponibles qu'on en a aujourd'hui. Mais par contre, c'est sûr qu'il y avait déjà une Volt ici en ville quand on a décidé d'en acheter une. Et on avait quand même parlé avec certains propriétaires qui nous avaient parlé un petit peu de leur vie, comment c'était. Fait qu'on a décidé de prendre celui-là parce que on avait une autonomie, comme je disais, de 80 km, mais on avait la possibilité d'utiliser avec de l'essence si advenant qu'on n'avait pas assez. Vu qu'il y a 40 km entre le secteur ville et Pointe-Noire, on s'est dit, c'est parfait. Ça nous permet d'y aller et de revenir en électrique. Puis si, comme je disais tout à l'heure, si on arrive puis on reste à la relance, on était capable aussi de connecter notre véhicule pendant nos réunions. Fait que ça nous permettait d'aller chercher les quelques petits kilomètres. Parce que théorique, comme vous pouvez le voir à l'écran, si vous pouvez le montrer, on avait l'information de l'Énerguide qui nous donnait, là, on nous disait théoriquement 80, mais quand on regarde l'Énerguide, on parle plus de 60. Donc, c'est ça, fait qu'on se ramassait qu'on n'avait comme pas assez de kilométrage, mais en ayant une borne aussi de l'autre côté de la baie, ça nous permet d'aller chercher les quelques kilomètres pour avoir le moins d'utilisation possible là, avec de l'essence. Je vous dirais que pour ma part, moi, j'adore la Volt parce que la tenue de route est merveilleuse. La conduite, c'est vraiment un charme. Moi, je suis une personne qui adore les véhicules un peu plus sportifs, donc j'adore. Vu que le centre de gravité est bas à cause des batteries, donc que ce soit en hiver ou à l'été, on a une bonne tenue de route. On est capable de bien rouler dans les courbes. Naturellement, le confort est là, le bruit, il n'y en a pas, donc on n'est pas agressé par rapport à ça. Ce qui amène quand même une très bonne stabilité là, du véhicule. En hiver, c'est certain que si on utilise donc le chauffage, donc la radio, etc., ça consomme beaucoup. En plus, il fait quand même un peu plus froid, donc on a le véhicule qui se doit de faire partir le moteur à essence juste pour réchauffer un petit peu au début. Donc ça, c'est sûr que ça amène qu'on a une moins grande autonomie. Une chose que nous autres, on s'était rendu compte, c'est qu'en prenant le véhicule puis en le mettant dans un hangar ou dans un garage pendant l'hiver, déjà, ça aidait justement là, à être capable d'utiliser plus la fonction électrique que d'arriver puis de prendre l'essence. On a moins besoin là, de faire chauffer le moteur avant de tomber complètement en électrique. C'est un petit truc qu'on s'est rendu compte. Naturellement, quand on a eu notre véhicule, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a lu la notice de comment l'utiliser. Il a fallu adapter notre conduite. On a donné des formations aux gens pour justement leur dire de ne pas faire de départ rapide, de ralentir lentement pour justement permettre justement d'avoir une meilleure consommation. On est quand même heureux là, du résultat, de comment on peut fonctionner avec un véhicule électrique. Puis même, je vous dirais que ça permet aux gens aussi de comprendre un peu comment ça fonctionne et d'adapter aussi leur manière de fonctionner ou de conduire avec un véhicule à essence. Parce que à un moment donné, tu viens le réflexe, au lieu de faire des arrêts rapides ou des départs rapides, y aller plus doucement, c'est meilleur. Donc,
c'est quand même intéressant. Puis l'accès à nos locataires, bien, vu qu'on a installé des bornes de recharge, puis ils ont des systèmes de cartes qui nous permettent justement de savoir qui va se connecter, bien, on a des locataires qui avaient des véhicules complètement électriques qui ont utilisé aussi la borne. Donc, ils étaient capables de recharger leur véhicule pendant la journée et retourner le soir chez eux. Donc, pour nous, en tout cas, c'est une très belle expérience et on regarde justement pour avoir un autre véhicule qui serait plus adapté là, pour justement avoir des charges ou emmener plus de choses parce que la Volt est quand même pas grande là, en valise. Là, donc, fait que c'est ça. Fait que c'est une belle expérience, puis on le recommande. Et on a utilisé là, les fameux montants d'argent qui nous étaient octroyés et ça nous a aidé justement à pouvoir faire ces achats-là, autant pour les bornes que pour le véhicule. Merci beaucoup, Manon. Donc, je cède la parole à mon collègue Vincent. Ça ne va pas être long parce qu'on a pris un petit peu de retard. Donc, les montants d'argent dont vous faisait mention, Manon, ici, puis on en a parlé plusieurs fois, là, ce sont les subventions de Transition énergétique Québec, donc pour l'acquisition d'un véhicule et l'installation de bornes de recharge. Donc, c'est les programmes Rouler vert et Rouler vert et Rouler vert au travail aussi. Le fonds Éco-Leader, par contre, lui, va financer des projets en amont. Parfois, quand on veut acquérir une plus grande flotte de véhicules, et qu'on a envie de savoir quel véhicule fonctionnerait pour nos besoins, quelle pourrait être l'infrastructure de bornes qui pourrait convenir, ben, ça nécessite un petit peu de travail en amont. Et ça, c'est typiquement des projets qui peuvent être déposés au fonds Éco-Leader. Puis il y en a un qui a été déposé, pas encore sur la Côte-Nord, j'espère que ça viendra. C'est dans le centre du Québec, l'entreprise Signé-Garneau. Donc, qui a travaillé avec l'expert Borne Québec pour évaluer la capacité des installations électriques existantes, puis quelle devrait être celle pour l'installation de bornes de recharge. Puis, suite aux recommandations qui ont été faites par l'expert, il y a donc la bonne infrastructure qui a été installée, même qu'il y a un plan d'action à plus long terme qui a pu être programmé parce qu'il y a d'autres besoins qui ont été révélés dans l'étude. Fait que typiquement, ce sont des projets qui peuvent être déposés au fonds Éco-Leader pour des entreprises qui ont des plus grands besoins ou des besoins particuliers qui dépassent uniquement l'achat d'un véhicule ou l'installation d'une borne. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse pour le fonds Éco-Leader. Puis on va laisser la parole ici à Martin Archambault qui va nous parler du circuit électrique sur la Côte-Nord. Oui, alors bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Martin Archambault, je suis délégué principal au développement des affaires pour le circuit électrique d'Hydro-Québec. Donc, je vais vous parler aujourd'hui un peu des bornes de recharge, du déploiement des bornes de recharge qui sont, dans notre cas, pris en charge par le circuit électrique. On peut peut-être avancer tout de suite à l'autre acétate. Oui, parfait. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de bornes qu'on peut installer ou faire installer. Il y a comme deux philosophies. La première, c'est d'installer des bornes indépendantes. Donc, vous achetez de n'importe quel vendeur de bornes de votre choix une borne et puis vous en faites l'achat, l'installation. Vous assumerez également tout service à la clientèle qui vient avec l'utilisation de la borne. Évidemment, c'est des bornes qui sont indépendantes, qui ne sont pas connectées à un réseau établi. Par contre, ça représente des coûts d'acquisition qui sont plus bas généralement. C'est des bornes qui vont être mises à la disposition de vos employés ou encore de vos clients et pour lesquels, généralement, il n'y a pas de revenu qui est généré avec l'utilisation de ces bornes-là. À contrario, il y a les bornes publiques sur un réseau. Donc, là, à ce moment-là, c'est une tierce partie qui assure le bon fonctionnement de la borne, qui en assure la gestion, les communications, les paiements via une application ou encore une carte d'accès. C'est évidemment plus cher à l'acquisition. Il y a par contre des revenus qui sont générés, qui vont amoindrir les coûts d'acquisition de la borne. Et puis, il y a une gestion là, intégrée du réseau qui se fait par la suite par la tierce partie, dans notre cas, là, le circuit électrique.
On installe sur le réseau, donc un peu partout au Québec, principalement 2 types de bornes. La première, c'est les bornes niveau 2 à 240 volts. C'est des bornes qui vont vous donner quelque chose comme entre 30 et 40 km là, d'autonomie par heure de recharge. C'est assez facile à installer un peu partout parce que ça se connecte sur une infrastructure électrique traditionnelle, standard, qu'on retrouve autant dans les milieux résidentiels que dans les milieux commerciaux ou industriels. On a également les bornes rapides à courant continu. Elles sont des bornes qui vont recharger, dans le cas des bornes de 50 kW, jusqu'à un maximum de 240 km par heure de recharge ou 480 km par heure de recharge dans le cas des bornes à 100 kW. C'est des bornes qui demandent une infrastructure d'alimentation triphasée qui ne se retrouve pas en milieu résidentiel. Par contre, généralement, dans les entreprises, dans les centres-villes, on retrouve ce type d'alimentation-là. Donc, ça demande un apport en énergie beaucoup plus grand, mais ça a aussi des avantages, principalement au niveau de la vitesse de recharge et puis de ce que ça peut permettre là, en termes de déplacement, parce qu'on comprend que lors de longs déplacements, on ne voudra pas nécessairement arrêter pendant plusieurs heures pour se recharger. Donc, on va être capable de se donner de l'autonomie pendant une courte période de temps puis continuer notre déplacement. Qui peut se brancher à ces bornes-là? En fait, c'est pas mal, si on parle des bornes de niveau 2, c'est toutes les voitures électriques ou hybrides branchables. Donc, 100% des voitures sur le marché peuvent se brancher sur les bornes niveau 2. Il n'y a qu'un standard et elles sont toutes compatibles avec ces bornes de recharge-là. Par contre, en ce qui est trait aux bornes rapides à courant continu, c'est uniquement les bornes et les voitures 100% électriques, à l'exception, à quelques rares exceptions, entre autres le Mitsubishi Outlander, mais généralement, ce n'est que les voitures 100% électriques qui peuvent se brancher sur les bornes rapides. Ils ont des batteries plus grosses, donc eux peuvent tirer l'avantage de pouvoir se charger rapidement. C'est important de comprendre que ces deux bornes-là, et souvent on les met en opposition et on pense que la borne rapide est une évolution de la borne standard et que ça va s'en aller vers ça. Absolument pas. C'est deux outils qui répondent à deux besoins fort différents. La borne niveau 2, c'est une borne de destination. Rappelez-vous que votre voiture passe toute la nuit chez vous à ne pas bouger, puis généralement toute la journée à votre travail à ne pas bouger non plus. 90% du temps, la voiture, elle ne bouge pas, à moins de travailler sur la route, là, bien entendu. Donc, on peut se permettre de recharger la voiture avec une borne à plus faible puissance, de plus longue haleine, ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus rentable. Par contre, la borne rapide, elle va être plus pratique le long des déplacements, donc le long des autoroutes ou dans des villes ou villages qui sont le long de corridors de déplacement, où là, on arrête uniquement ou à peu près uniquement pour recharger ou se restaurer puis repartir par la suite. Donc, c'est vraiment pour répondre à des besoins qui sont différents. L'un n'est pas le remplacement de l'autre, puis je dirais que même les deux sont... L'un et l'autre peuvent être plus utiles là, tout dépendant des situations. Donc, il faut vraiment les voir comme étant des outils complémentaires et non pas une évolution technologique de l'un et de l'autre. Ce qui est écrit là, c'est ce que je viens de dire. Donc, on va pouvoir passer à l'autre étape. Programme du gouvernement branché au travail, on en a parlé tantôt, donc je n'élaborerai pas très longtemps là-dessus, mais il y a des subventions pour les entreprises qui veulent installer les bornes sur les lieux de travail. Donc, il y a des limites, évidemment, de la subvention, mais quand même, ça donne un bon coup de main aux entreprises qui veulent prendre le tournant. Simplement vous dire que le circuit électrique, en fait, si on fait un historique rapide pour comprendre de où on part, pour voir là où on s'en va. En 2009, c'était le premier plan d'action en électrification des transports d'Hydro-Québec qui voyait venir dès l'année suivante. On savait que ça s'en venait, les véhicules électriques sur nos routes, et on voulait être prêt pour être capable de faire face à ça, de devenir le fournisseur officiel d'énergie des véhicules à l'époque du futur. Maintenant, on peut plutôt parler des véhicules de maintenant parce qu'on n'est pas dans le futur, on est dans le présent. Mais à l'époque, on regardait en avant, on a commencé à faire notre plan d'action de déploiement. Ensuite, si on avance d'un pas, on a eu en 2009, 2010, début 2011, des projets de démonstration avec certaines municipalités du Québec où on a testé les premiers véhicules qui étaient disponibles à l'époque, voir leur fonctionnement en hiver avec les hivers un peu plus froids qu'on a ici au Québec qu'ailleurs dans le monde. Ainsi, tester également des infrastructures de recharge et de voir de quelle façon se comportaient à la fois nos équipements de recharge et les véhicules dans ces conditions-là. Il y avait des projets pilotes avec les villes. On a pu voir que c'était fonctionnel, mais que ça prenait certaines conditions gagnantes qu'on a développées au fil du temps pour être capable d'en arriver au réseau tel qu'on l'a maintenant. En 2012, on a lancé la marque de commerce, le circuit électrique, qui est le réseau de bornes de recharge public d'Hydro-Québec, qui est le plus gros et le plus vaste réseau au Québec. On a quelque chose comme tout près là, de 85 à 90% des bornes sur le territoire.
C'est donc le lancement qui s'est fait à cette époque-là avec des bornes de niveau 2 uniquement en 2012, mais tranquillement, pas vite, on a commencé à mettre des bornes dans de plus en plus de villes, de lieux stratégiques. Et en 2014, on a commencé à installer des bornes rapides. Sur la photo, là, c'est la borne un peu plus grosse. Là. Et là, on a commencé à installer des corridors, autoroute 20, autoroute 40, certaines routes secondaires et au fil du temps, commencé à s'éloigner des grands centres et s'en aller de plus en plus dans les différentes régions du Québec. Ensuite, en 2015, on a commencé un projet pilote avec la Ville de Montréal où on a installé 1000 bornes sur rue. Donc, on a fait développer sur mesure un modèle qui convenait mieux au mobilier urbain pour être capable d'intégrer des bornes dans un contexte où les voitures se stationnent de façon parallèle à la chaussée, pour être capable d'accommoder la recharge des véhicules en bord des routes, mais également d'être capable d'assurer que le fil ne traîne pas partout, qu'il se rétracte quand on a fini, que la charrue ne va pas le ramasser l'hiver, puis que les piétons ne vont pas s'enfarger dans les câbles l'été. Donc, on a fait notre projet pilote et depuis, on a déployé des milliers de ces bornes-là, principalement à Montréal, mais également dans certaines autres villes. En 2016, on a évidemment commencé à investir dans l'électrification des transports et des transports collectifs, donc des projets. Certains sont en train de se réaliser avec le REM, par exemple, dans la région de Montréal et d'autres projets avec du transport, que ce soit des autobus, des projets pilotes avec la SAQ, des projets pilotes avec le Port de Montréal, avec différentes entreprises, donc pour tester différents concepts d'électrification des transports dans un contexte commercial de véhicules un peu plus gros. En 2017, ce fut l'arrivée des superstations. Donc, on a commencé à installer des bornes rapides, mais dans un concept un peu plus proche des stations-service qu'on connaît, donc plusieurs points de recharge au même endroit. Et maintenant, on commence même à diversifier les niveaux de puissance de ces bornes-là pour être capable d'accommoder, non pas juste en répartition géographique, mais également en quantité, donc en redondance au même endroit avec l'apparition de plus en plus de véhicules électriques. On voulait s'assurer qu'il n'y ait pas trop de files d'attente puis que les gens puissent se recharger là, avec un agrément et que ça ne devienne pas un frein au virage vers les voitures électriques. Donc, au moment où on se parle, c'est plus de 345 bornes de recharge rapide qui sont installées un peu partout sur le territoire. Ça s'est fait au fil des années. On a un plan là, où on déploie environ 160 bornes de recharge l'année passée, 160 encore cette année. On va augmenter graduellement vers 200 bornes de recharge par année rapides qui vont être installées un peu partout sur le territoire là, en fonction de différents critères de sélection. Le déploiement s'est accéléré principalement parce qu'on a changé la méthode de financement, c'est-à-dire qu'avant, on travaillait uniquement avec des partenaires qui devaient défrayer la moitié des coûts d'acquisition et d'installation des bornes. Maintenant, c'est Hydro-Québec qui assume la totalité des coûts. Le partenaire doit juste nous donner accès à une parcelle de son terrain qui répond à certains critères, stationnement, apport en électricité, éclairage adéquat et idéalement, on regarde maintenant aussi pour avoir des services à proximité, restaurants, toilettes, et ça, des choses comme ça pour que les gens, quand ils attendent pendant la recherche, soient capables de se restaurer. Mais la totalité des coûts sont payés par Hydro-Québec. Payés comment? C'est bien simple et souvent, c'est l'argument qu'on peut donner aux gens qui disent « Moi, je ne roule pas à électrique pour plein de raisons, puis je subventionne les voitures électriques. » C'est totalement faux. En tout cas, en ce qui a trait aux bornes de recharge, puisque l'argent provient de l'électricité supplémentaire que fait l'électricité supplémentaire consommée par un propriétaire de voiture électrique qui va se charger 90 du temps chez lui. Donc, sa facture d'électricité annuelle va augmenter un petit peu. On extrait ce petit peu-là de chaque personne qui a une voiture électrique. C'est à peu près 350 $ par année. S'il y a 100 000 voitures, il va y avoir à peu près 100 000 voitures sur les routes à la fin de l'année. C'est 35 millions de revenus supplémentaires qu'Hydro-Québec fait parce que les gens ont des voitures à la maison. Bien, on réinvestit cet argent-là dans l'entretien et l'installation de bornes de recharge. Donc, c'est un cycle. Plus il y a d'auto électrique, plus on met de bornes. Donc, on est vraiment attaché là, au nombre de véhicules par rapport à notre modèle de financement. Donc, on est toujours à la recherche de sites. On cherche des sites pour mettre des bornes. Ça a l'air facile, puis tout le monde a des bonnes idées. Vous devriez en mettre là, mais le vous devriez, c'est que le terrain il appartient à quelqu'un, puis on ne peut pas aller s'installer sur le terrain des gens sans avoir l'autorisation, vous comprendrez. Donc, on cherche des terrains pour lesquels le propriétaire est à l'aise avec l'idée. Idéalement, avec restauration, toilettes, dépanneurs, commerce à proximité. On veut être proche des sorties d'autoroute aussi ou des terrains proches de où les gens passent. On ne veut pas que les gens aient à faire un 5 km supplémentaire pour aller se charger. Idéalement, on essaie de trouver des positionnements qui sont stratégiques et plus nos bornes, nos sites ont plusieurs bornes, mais plus on prend de la place, donc plus on vient gober un peu d'espace de stationnement du commerce. Donc,
moins il y a de commerces qui sont intéressés par l'idée finalement. Donc, il faut trouver des stratégies pour leur vendre l'idée puis qu'ils comprennent que les gens sont un peu captifs du site pendant 15, 20, 30 minutes puis qu'ils vont aller consommer dans leur commerce, d'où l'intérêt d'en avoir à proximité. Il est 1h moins 1. Est-ce que tu as encore quelques minutes pour clôturer? On va poursuivre, Vincent, pour les 5 prochaines minutes. Je pense que on va poursuivre. Parfait. On peut passer à l'autre acétate, s'il vous plaît. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui connaissaient des sites ou qui est intéressés à faire installer des bornes, donc dans la présentation, je donne les coordonnées de mon collègue qui est responsable de cet aspect-là pour le circuit électrique. Donc, ne vous gênez pas d'entrer en contact avec lui, puis on va se faire un plaisir d'étudier la faisabilité d'utiliser votre idée de site pour installer des bornes, évidemment, en fonction des budgets et des critères dits plus tôt. Les bornes niveau 2 sont importantes, puis je voulais en parler parce que particulièrement en région, sur la Côte-Nord, il y a une proportion d'hybrides branchables qui est beaucoup plus élevée qu'à Montréal ou à Québec. Donc, vous avez des gens qui ont beaucoup de distance à parcourir, qui vont attendre que les autos électriques aient une autonomie plus grande parce que leurs besoins, à tort ou à raison, le justifient. Donc, vous avez per capita beaucoup d'hybrides branchables qui ne se branchent pas sur des bornes rapides. Donc, les bornes niveau 2 deviennent pour eux hyper capitales. Évidemment, étant donné que souvent, on fait beaucoup de routes pour se rendre. Si moi, je pars de Montréal puis je m'en vais vous visiter, par exemple, à Sept-Îles, ben, il est fort probable que je ne fasse pas un aller-retour dans la même journée. Donc, je vais coucher là. Mon auto va avoir le temps de se recharger sur une borne niveau 2 en masse avant que je reparte le lendemain. Donc, il y a quand même un caractère important pour ces bornes-là. Puis ça aussi, ça va garder les gens dans la communauté. Ils sont là, leur auto se recharge pendant un bout de temps. Puis elle coûte moins cher à acquérir. Donc, je le mentionne parce que souvent, la borne rapide devient excitante là, parce qu'elle charge plus vite, puis c'est vrai, mais il ne faut pas négliger le fait que la borne niveau 2 est quand même importante, particulièrement dans ce contexte-là. Le nombre de bornes de circuits électriques installées actuellement sur la Côte-Nord, il y a 51 bornes d'installées, dont 13 bornes rapides. Évidemment, il y a des projets qui sont en développement actuellement. Il y a des bornes qui sont installées, mais pas encore raccordées, c'est-à-dire que physiquement, là, elle est vissée, elle est là, on peut la voir, mais elle ne fonctionne pas pour plein de raisons. Ça prend l'apport en électricité. Souvent, ça demande des modifications au réseau. Donc, le distributeur doit venir relier la borne. Ensuite, les bornes doivent communiquer entre elles. Donc, ça nous prend des infrastructures de télécommunication. Mais au moment où on se parle, c'est le nombre de bornes qui sont installées, que nous avons installées sur votre territoire. Le projet actuel ou à venir, partenariat avec Tourisme Côte-Nord depuis 2 ans, il y a plusieurs bornes niveau 2 qui ont été installées. Il y avait l'engagement, dis-je, d'un corridor de bornes rapides le long de la 138, qui est pas mal réalisé. Il reste 2 trous qui vont être réglés au printemps. Parfois, là, il y a des petites contraintes qui surviennent, puis on doit repousser un petit peu dans le temps certains sites, mais ça avance. C'est difficile de trouver des sites parce qu'il ne faut pas oublier que les sites doivent être éclairés, ils doivent pouvoir être déneigés par le partenaire, on doit avoir accès à de l'alimentation triphasée. Donc, des fois, il y a des sites qu'on pense qui sont bons, mais il y a des critères qui ne sont pas respectés, puis ça fait en sorte que c'est plus difficile d'installer les bornes-là. On a aussi des alternatives dans le cas où il n'y a pas de triphasé, où on peut installer des bornes, appelons-les semi-rapides. C'est mi-chemin entre une borne niveau 2 puis une borne rapide. C'est des bornes à 25 kW qui fonctionnent sur de l'alimentation à 240 volts. Donc, dans certains cas, ça peut devenir une alternative à considérer. Projet à venir, 2 nouvelles bornes à Tadoussac cette année. Ça a été fait. Puis bientôt, on devrait mettre en service Rivière-au-Tonnerre. On attend juste un petit ajout au niveau de la communication parce que la communication ne se fait pas bien. Puis étant donné que les bornes doivent être déclenchées puis monitorées à distance, il faut que la communication fonctionne. On devrait densifier Sept-Îles et Bécomo. Donc, ça veut dire ajouter des bornes. Dans certains cas, c'est sur des sites existants. Donc, s'il y en a 1 ou 2, on peut en rajouter 1 ou 2 autres pour qu'il y ait plus d'options. Dans certains cas, ça peut être de rajouter un autre site dans la même ville. On fait une lecture de l'achalandage en temps réel, donc pour voir les projets qui sont possibles. Donc, on regarde toujours l'utilisation des bornes, les pics qu'on attrape, puis on essaie d'identifier ces faits là, vraiment en amont, là où on sent qu'on va atteindre ça va devenir chaud et on s'organise pour proposer des projets à ces endroits-là en priorité pour s'assurer qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement dans certains endroits. Finalement, pour terminer, on a mis en ligne il y a quelques mois une nouvelle application qui est très populaire, qui a beaucoup de fonctionnalités qui sont nouvelles et assez avant-gardistes.
Il y a plusieurs trucs là-dedans importants qui vous permettent de voir si les bornes sont utilisées, s'ils sont utilisés, quelle voiture est branchée là et à quel pourcentage de charge il est rendu. Ça peut vous donner une indication sur le fait que quand vous allez arriver, cette voiture-là va avoir terminé sa charge puis vous allez pouvoir utiliser la borne. Mais compte tenu des distances que vous avez à parcourir sur la Côte-Nord, il peut être intéressant de s'assurer de sécuriser notre déplacement. Il y a d'intégrer dans l'application un planificateur de trajet intelligent qui va vous aider à tracer votre route entre votre point de départ et votre point d'arrivée, vous suggérer des endroits où arrêter, combien de temps arrêter. Et pour ce faire, je pense que tu peux avancer juste d'une petite slide. L'outil est intelligent dans la mesure où il va tenir compte d'un paquet de trucs, mais entre autres de l'autonomie de votre véhicule, de votre niveau de charge au départ, de la température en temps réel qu'il va faire pendant votre déplacement. Il tient compte du dénivelé. Il va même tenir compte des statistiques d'utilisation des bornes, c'est-à-dire que si vous vous en allez, puis l'endroit le plus stratégique pour vous faire arrêter, c'est un endroit X, mais qu'à l'heure où vous devriez arrêter à cet endroit-là, l'application sait que statistiquement, la borne est souvent très achalandée. L'outil pourrait vous faire arrêter avant ou après pour éviter que vous arriviez à une borne qui est déjà utilisée. Donc, on prend même une lecture en temps réel de l'état du réseau pour vous diriger aux bons endroits et assurer que vous allez vous transporter le plus rapidement possible, avec le moins d'arrêts possible, puis avec le moins d'imprévus possible. Donc, c'est hyper intéressant à utiliser là, dans un contexte de déplacement sur des longues distances. Alors voilà, ça fait pas mal le tour. Merci beaucoup, M. Archambault. Donc, c'est ça, on a pris un petit peu plus de temps, mais je pense que c'était intéressant. D'autant plus que, de toute façon, le webinaire va être rediffusé, donc ça va être possible d'écouter cette partie-là si toutefois certains devaient quitter plus tôt. On va prendre certaines questions, peut-être pour les prochaines 5 à 10 minutes, dépendamment de la disponibilité des intervenants. Sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement... vous pourriez en fait communiquer avec moi. Je vais mettre mon adresse dans le chat et puis je pourrais rediriger les questions aux intervenants, prendre les réponses et vous les retransmettre via courriel, si ça vous convient. Donc, pour les 5 à 10 prochaines minutes, mon collègue Vincent devait regarder les questions là, qui étaient mentionnées soit dans l'espace Q&A plutôt, ou encore dans l'espace de chat. Donc, je vais laisser mon collègue là, prendre la parole. Oui, merci. Alors, il n'y a pas de questions dans le Q&A. On avait reçu quelques questions de Mme Sylvain qui est encore présente. S'il y en a d'autres aussi qui ont des questions, ils peuvent les poser ou les mettre dans le Q&A. Je vais peut-être commencer par une des questions de Mme Sylvain. Est-ce que tous les modèles de véhicules peuvent fonctionner avec tous les modèles de bornes de recharge en Amérique du Nord? Donc, on a parlé des bornes au Québec. Est-ce qu'en Amérique du Nord, il y a une compatibilité pour recharger son véhicule électrique ou hybride branchable? Je ne sais pas qui pourrait répondre à la question. Je peux y répondre si vous voulez. En fait, pour ce qui est des bornes niveau 2, donc les bornes à 240 volts, il n'y a qu'un standard en Amérique du Nord. Donc, peu importe où vous allez, tous les véhicules électriques ou hybrides branchables pourront se recharger. Pour ce qui est de la recharge rapide, si on fait abstraction de Tesla qui a son propre standard, tous les autres véhicules fonctionnent avec l'un ou l'autre de deux standards qui existent actuellement. Au Québec, toutes les bornes possèdent des pistolets des deux standards. Donc, à chaque fois que vous allez arriver à une borne au Québec, vous prenez le pistolet qui correspond au standard de votre voiture. Si vous allez à l'extérieur du Québec, particulièrement aux États-Unis, il arrive qu'il y a certaines bornes qui utilisent juste l'un ou l'autre des standards. Donc, ça va être important de tenir en compte. Généralement, dans une région donnée, vous allez avoir des bornes des deux standards, mais vous ne pouvez pas prendre pour acquis que le site de borne où vous allez vous arrêter a nécessairement les deux standards. Donc, vous devez regarder dans les applications mobiles là, qui vous disent où sont les bornes, à savoir quels standards ont les bornes en question. Donc, au Québec, aucun problème. Aux États-Unis, il faut juste faire attention d'arrêter à des sites de bornes qui utilisent le standard de notre voiture, mais il y a deux seules possibilités. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, je passerai à une autre question de Mme Sylvain. Donc, je pense que ça fait le tour. Peut-être une autre. Donc, j'avais une autre question de Mme Sylvain. Donc, quel est le fonctionnement des bornes de recharge publiques? Donc, il y a
il y avait la question de s'identifier. Est-ce qu'il y a différents réseaux ou types de bornes? Des fois, il y a des bornes flow, des fois, il y a des bornes du circuit électrique. Est-ce qu'il faut créer des comptes pour avoir accès aux bornes de recharge publiques? Bon, j'imagine que la question est pour moi. Ben, écoutez, c'est relativement simple. Premièrement, le circuit électrique et Flow ont à peu près 97 des bornes qui sont installées actuellement au Québec et les deux réseaux sont interopérables, c'est-à-dire que d'être membre de l'un ou l'autre des réseaux vous donne accès aux bornes des deux. Donc, vous n'avez pas besoin d'être abonné aux deux, juste un, ça suffit. C'est sûr que je vais vous suggérer d'être membre chez nous, ne serait-ce que pour l'application mobile. Maintenant, ça fonctionne pour démarrer votre recharge une fois que vous avez un compte avec l'une ou l'autre des deux entreprises. C'est avec soit il y a deux façons. Il y a une petite carte de proximité, donc sur laquelle vous allez, qui est comme une carte prépayée. Par Internet, vous allez mettre 25, 50 $, peu importe, sur la carte et vous faites juste accoter la carte sur le lecteur, sur la borne pour déclencher la session, puis ça va débiter votre compte en conséquence. L'autre façon de faire, c'est d'utiliser l'application mobile qui permet, elle aussi, de démarrer la borne. Donc, quand vous arrivez sur un site, vous ouvrez l'application, vous voyez l'application vous localise par le GPS et vous dit, ben, vous êtes devant la borne 1, 2, 3, laquelle vous voulez utiliser, la borne numéro 2, vous cliquez sur le bouton pour démarrer la recharge et de la même façon, ça va se débiter de votre compte. Puis vous voyez en temps réel dans l'application le niveau de charge de votre véhicule, le montant d'argent qui est engendré là, par la recharge, etc. Donc, c'est hyper facile. Parfait, merci. Je vois que dans le chat, Manon d'Auteuil parlait que peut-être Tommy Auger avait une question. S'il a une question, il peut le mettre dans la section Q&A. Sinon, j'avais une autre question ici. Donc, pour l'installation des bornes, est-ce que les entrepreneurs de la région sont formés et prêts? Ce que je comprends, c'est est-ce que si on veut installer une borne de recharge à son travail, par exemple, est-ce qu'on va pouvoir rapidement trouver un fournisseur qui va pouvoir effectuer les travaux, les branchements sur la Côte-Nord? Je peux peut-être répondre, Manon d'Auteuil. Nous, on a fait l'installation chez nous et on n'a eu aucun problème à avoir quelqu'un qui vienne les installer. On a même eu un bris à un moment donné, un véhicule a rentré dans une borne et on a pu le faire réparer. Donc, il n'y a pas de problème. Les gens sont capables de le faire. Puis il y a quand même, les fournisseurs de bornes ont quand même beaucoup d'informations qu'ils donnent. Donc, c'est quand même facile de les installer. Merci beaucoup. Donc, j'avais encore... est-ce qu'il y avait encore des questions dans le Q&A? Je n'en vois pas. Il y a plutôt un commentaire. Monsieur Auger qui Par aimerait... rapport à Monsieur Auger, c'est bon. Pour les intervenants, je vais transmettre les coordonnées. Ce n'était pas une question, mais c'était plutôt une affirmation. Parfait. Il y avait peut-être encore une dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres au sujet. Bon, on a parlé un petit peu de la performance des batteries l'hiver. C'était M. Hamel, entre autres, qui disait que c'était un petit bémol là, pour sa Chevrolet Bolt. Maintenant, est-ce qu'il y en avait d'autres qui pouvaient peut-être partager l'expérience? Moi, personnellement, on a un véhicule électrique ici chez Environnement Côte-Nord aussi. C'est vrai que c'est à prendre en compte que l'autonomie est un petit peu plus restreinte, les recharges sont un petit peu plus longues aussi. Donc, c'est sûr que c'est un élément à prendre en compte une partie de l'année. Donc, ceci dit, les batteries ont tendance à être plus performantes et à avoir une plus grande autonomie d'année en année. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, devrait petit à petit s'améliorer également. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait compléter au niveau de l'expérience l'hiver. Donc, Manon d'Auteuil, peut-être juste, je n'ai parlé un petit peu tantôt. Nous, pour contourner ça, on a mis notre véhicule dans un hangar. Donc, ça nous permettait justement de limiter l'effet, on pourrait dire, température extrême. Donc, ça nous a permis vraiment d'aider de ce côté-là. Vu que nous, on est électrique et essence.
Donc, ça nous a aidés. C'est sûr que c'est le seul moyen qu'on a vu là, qui était possible avec la température qu'on vit ici. Là. J'aimerais peut-être juste rajouter que l'hiver, c'est possible aussi de recharger un véhicule électrique quand il est branché à la maison. On peut le partir d'avance quand on sait à quelle heure on part. Donc, ça permet aussi là, de ne pas gruger dans l'autonomie de la batterie. Puis, c'est sûr que d'avoir un véhicule électrique aussi, c'est un mode de vie différent. Donc, si on doit faire une longue route, on peut coordonner un arrêt pour se nourrir, en fait, tout simplement, là, avec une recharge. De là, l'intérêt aussi pour certains commerçants, peut-être à intégrer le réseau, comme Martin Archambault le disait tantôt. C'est-à-dire que si on offre à la clientèle un service de recharge, bien, c'est sûr que les gens vont être peut-être un petit peu plus ouverts là, à passer du temps chez nous. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Parfait, merci. Je pense qu'il y avait David qui avait levé la main. Est-ce qu'il voulait peut-être compléter? Oui, un peu dans le même sens que Joanie, là. Je voulais dire que le véhicule là, électrique, bien, par exemple, moi, la Tesla Model 3, là, ce que je fais, c'est que je la laisse brancher pendant la nuit. Puis le matin, là, c'est ça, je pars le chauffage, puis ma batterie, elle ne diminue pas. Là. Je prends l'énergie en borne de recharge pour chauffer. Puis, ça aussi, c'est que l'hiver, il n'y a jamais aucune difficulté là, pour le démarrage. Là, même à moins 40, là, ça part comme un charme. On ne voit même pas la différence. Là. Puis, aussi, j'ai le même truc que Manon. Là, moi, je le laisse dans le garage. Puis, comme ça, ma batterie est comme la même performance qu'en été là, pour le départ le matin. Mais ça peut aussi rester dehors là, pour ceux qui n'ont pas de garage. C'est juste, si on veut optimiser ça, là, c'est un bon truc. Merci. Super, merci. Edith rajoutait qu'elle avait une Kia Niro qui perdait 4 à 6 km d'autonomie l'hiver. Et donc, de mémoire, ça doit faire un 10%, je pense, de l'autonomie de sa batterie. Donc, en effet, c'est quelque chose à tenir en compte. Puis, comme disait Joanie, là, on le sait, ça fait partie du produit et on en tient compte. Et voilà. Je pense qu'on avait fait le tour des questions, donc je te laisserai clôturer, Joanie. Parfait, excellent. Donc, merci à tous pour votre présence. J'essaie d'aller à ma dernière diapositive. OK, merci. Donc, comme je vous l'indiquais tantôt, là, la capsule, sinon le webinaire a été enregistré. Donc, ça va être possible de l'écouter à nouveau si vous connaissez des gens pour qui ça pourrait les intéresser d'obtenir l'information qu'on a donnée aujourd'hui. Voilà, donc ce webinaire-là a été tenu dans le cadre de la campagne Roulons électrique, une campagne d'Équiterre et des autres partenaires. Et c'est une campagne qui est possible grâce au soutien financier de Transition énergétique Québec. Pour plus d'informations, je vous invite aussi à consulter la publication Branchez-vous, qui est accessible via Internet. Et là, je pensais pouvoir peut-être vous montrer sur Internet, mais ça risque d'être une opération un petit peu tricky, mais je vais essayer quand même de faire quelque chose. Attendez juste un instant. OK, donc, ici. Et c'est pas ça. Je vais me réessayer avec ceci. OK. Donc, brochure ici, édition 2020, dans laquelle on retrouve vraiment beaucoup d'informations super pertinentes là, pour répondre à toutes vos questions. On compare même les véhicules là, entre eux à la toute fin dans un tableau. Donc, ça peut vraiment vous permettre là, de peut-être clarifier votre position par rapport à vos besoins. Je vous invite aussi à aller consulter le site Internet de la campagne Roulons électrique sur le site Équiterre où on retrouve beaucoup de contenu, entre autres des webinaires, des capsules également. Donc, allez visiter ça ici.
Puis, un autre petit truc également, sur la plateforme YouTube de la campagne Roulons électrique, vous allez retrouver plusieurs témoignages, des webinaires. Bon, ici, on voit les road trips électriques, vidéos en ligne, etc., etc. C'est entre autres sur cette plateforme-là que risque d'aboutir, en fait, le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse là-dessus. Allez consulter tout ça si vous voulez avoir plus de réponses à vos questions. Autrement, si vous voulez avoir peut-être de l'information des intervenants, j'ai mis mon adresse courriel dans le chat, donc vous pourrez m'écrire pour ça. Puis voilà, sur ce, je vous souhaite un bon après-midi, puis j'espère qu'on a réussi à répondre à certaines de vos questions. Au revoir tout le monde, merci pour votre participation.